Je vous ai demandé de me partager vos meilleurs hot takes sur Instagram et j'y réagis dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne multi-TCG. Je m'appelle Val pour ceux qui ne me connaissent pas et on crée du contenu avec le Comparse PL sur justement l'actualité de tous les TCG, en tout cas les plus populaires en France. Si le format plaît, j'hésiterai pas à en refaire, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à rajouter des takes, vous, que je pourrais donc compiler et traiter dans un prochain épisode. L'idée de l'espace commentaire, c'est de pouvoir créer du débat, évidemment de manière polie et dans la bonne humeur. On attend évidemment un espace commentaire des plus matures et agréables, mais n'hésitez pas à partager vos idées. Je vous invite à dérouler la description pour me suivre sur Instagram et ça vous permettra aussi de découvrir les deux partenaires de notre chaîne, c'est-à-dire GameGenic, qui est notre partenaire accessoire pour protéger vos collections, protéger vos decks, protéger vos cartes, ranger votre collection au global. En les soutenant, vous nous soutenez. Et vous pourrez trouver aussi un lien vers Card Nexus, qui est une plateforme multi-TCG sur laquelle vous pouvez lister, suivre l'évolution des prix de votre collection, tout TCG confondu, et qui est lié à une marketplace dans le même outil, totalement gratuite, qui vous permet d'acheter ou de vendre vos cartes. Vous pouvez ainsi lister des cartes dans votre collection, les mettre en vente, acheter des cartes, elles rentrent directement dans votre collection. Bref, c'est vraiment l'outil tout en un sur tous les TCG dont nous rêvions, et maintenant c'est disponible. Vous avez un lien affilié avec un petit code VALPL05, ça vous permet d'avoir 5 euros offerts si vous faites un achat de plus de 15 euros sur la marketplace. Je précise que cette vidéo, en fait, ça a été un échange pendant un live avec la communauté. On a parlé plus de 2 h 30 et donc on a pu rentrer vraiment en profondeur dans chacune des takes, parfois certaines étant plus courtes, d'autres beaucoup plus longues. Là, j'ai essayé de vous faire une version condensée sur YouTube où j'ai énormément cuté d'interactions avec le chat, certaines redites et parfois certains arguments pour essayer d'avoir une vidéo un peu plus digeste pour YouTube. Mais si ça vous intéresse d'avoir tout le contexte, toutes les discussions, tous les contenus exclusifs, et ben vous pouvez aller directement sur Twitch, pareil, le lien en description. Merci à tous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Première déclaration chaude. Est-ce que vous êtes prêts? Les gens s'attachent plus au prix d'une carte qu'à sa beauté. C'est frisqué. Moi, je trouve que c'est assez vrai. Je pense que le game du TCG est tel maintenant, et notamment lié à la collection avec Pokémon ou One Piece, qui sont presque devenus maintenant des actifs financiers plus que juste des cartes de collection. Je trouve que effectivement, les gens s'attachent plutôt au prix d'une carte, à sa rareté, à la tendance, notamment sur One Piece, au personnage, pour collectionner telle ou telle carte, plutôt qu'à sa beauté pure et dure, c'est-à-dire à la qualité d'illustration ou à l'affect ou à l'attrait visuel qu'on peut avoir avec une carte. Je pense que c'est un peu le game du TCG dans lequel on est et que c'est pas faux. Et je vais même plus loin. Je pense qu'on est tous sujets à ça, quand bien même on sait que c'est un peu dommage à certains égards. Ça ne nous empêche pas de kiffer des cartes, de collectionner aussi certains illustrateurs et d'être attaché à la beauté d'une carte pure et dure. Mais c'est vrai qu'une carte rare, brillante, elle sera toujours plus belle à nos yeux qu'une carte commune. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je parle globalement du grand public. Et moi, typiquement, j'ai ce truc-là de... Je suis hyper matrixé par ça, en fait. Je suis biaisé par ça. Une carte particulièrement rare, une carte limitée, sera plus attirante ou plus belle à mes yeux qu'une simple commune. J'ai un peu ce problème-là et je pense qu'une grande partie de la communauté TCG a ce problème-là. Si tant est que ça soit un problème, je suis même pas sûr que ça soit, je suis même pas sûr que ça soit un problème en soi, mais mais je pense que c'est très vrai. Je pense que maintenant, on s'attache plus au prix de la carte plutôt qu'à son attrait visuel au global. C'est plus important qu'une carte soit chère et belle dans sa désirabilité plutôt qu'une carte soit juste belle. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est le cas pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui collectionnent des communes, il y a aussi des gens qui collectionnent des illustrateurs particuliers et qui font le full set de cet illustrateur. Il y a aussi des gens qui collectionnent juste des cartes parce que ils les trouvent magnifiques, qu'importe leur rareté. C'est très vrai, et même nous, on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. On est sur un espèce de spectre qui est variable voilà, de notre attrait pour tel ou tel jeu, telle ou telle carte. Et quand bien même moi je suis biaisé, attiré par des cartes rares, par des cartes qui ont une histoire, par des cartes qui sont limitées, par des cartes qui ont une certaine valeur, ça m'empêche pas aussi de collectionner des cartes qui valent 2 centimes, des cartes qui sont des communes, des cartes qui sont hyper grand public. Je pense que voilà, on peut tous un petit peu évoluer sur ce spectre-là, mais disons que c'est une dynamique qui est de plus en plus vraie, quoi. Et ça permet aussi, attention, au TCG d'exister et de vivre tel qu'il vit actuellement, d'être aussi populaire, générateur d'argent, et donc que les éditeurs puissent continuer à développer cette sphère TCG qui, je veux dire, on est très content finalement que les TCG soient devenus populaires et fonctionnent autant. Après, certains TCG sont plus sujets à ça que d'autres, c'est clair, mais je crois que ça reste une norme assez vraie.
J'ai malheureusement le réflexe sur un hit de checker la cote, ce que je ne faisais pas dans l'ancien temps, c'est le système. Ouais, et puis, enfin, il faut pas se mentir, le TCG ça coûte cher. Le fait que une carte soit corrélée à son prix, c'est normal parce que, en fait, quand tu ouvres une carte et qu'elle a de la valeur, même si tu veux pas la collectionner, bah, si tu veux la collectionner, on s'en fout de son prix parce que tu la gardes. Mais par contre, si jamais tu ne souhaites pas la garder, c'est important de connaître son prix parce que tu vas pouvoir la revendre, ça va te permettre de racheter des produits, peut-être d'acheter des cartes pour jouer au jeu, peut-être d'acheter d'autres cartes de collection que tu préfères. Donc en fait, effectivement que quand tu sors une carte d'un booster, ça fait pas de toi un gars dépassionné, hein. On est tous comme ça, on regarde combien cotent nos cartes, parce que, comme je le dis toujours, l'argent c'est jamais un but, mais c'est un moyen. Et le fait qu'une carte coûte cher, ça n'a pas d'intérêt en termes juste de ok, j'ai des cartes qui coûtent cher chez moi. Par contre, ça te permet de les revendre et ça te permet d'avoir donc un moyen d'atteindre d'autres objectifs. Donc évidemment que en 2026, on regarde la cote de nos cartes et ça fait pas de nous des gens pas passionnés. C'est triste à dire, mais sans collectionneur, il n'y a plus de TCG. Il n'y a pas plus de TCG, mais il y a moins de TCG, il y a moins d'effervescence, il y a moins de produits, il y a moins ce game dans lequel on est en train de vivre actuellement, c'est clair. Deuxième sujet, impossible d'être joueur multi-TCG quand on a des enfants. Déjà, est-ce que c'est facile d'être joueur TCG quand on a des enfants? Je vois toujours pas de hot take. Les gars, moi je ne fais que compiler ce qu'on m'a envoyé sur Instagram. Si vous trouvez que la tech est pas chaude, elle est pas chaude et c'est ok, hein. Il y a quelques mois, quelques années, quand je parlais de multi-TCG, on me disait que c'était impossible d'être joueur multi-TCG. Pas quand on a des enfants. Impossible d'être joueur multi-TCG tout court. Et j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo qui réagissait à à une émission que Bandy avait faite sur le multi-TCG pour expliquer que bah non, moi je trouve que tu peux être joueur multi-TCG et compagnie. Bref, c'est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse, c'est un réact de 2 heures, donc il y a de quoi faire. Et justement, je décline un peu ma pensée sur le multi-TCG. Mais du coup, ça veut dire que finalement, le prisme évolue. Je pense que les éditeurs ont évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui savent qu'ils vont être consommés en même temps que d'autres TCG et qui acceptent leur statut de side TCG, en tout cas de TCG dans un environnement multi-TCG. On n'est plus du tout à l'époque des années 90-2000 où les TCG voulaient être des Magic Killers et prendre la place du roi. Non, il y a plein de jeux qui acceptent leur place finalement. Tu vois, un Star Wars Unlimited, il sait qu'il dépassera jamais Pokémon et ça lui pose pas de problème, je pense. Donc, on est passé il y a quelques mois, quelques années à mais c'est impossible d'être joueur multi-TCG à c'est impossible d'être joueur multi-TCG avec des enfants. Donc finalement, ça s'atténue un peu. On se rend compte que finalement, être joueur de multi-TCG, c'est possible. Moi, ce que j'explique, c'est toujours pareil. Il y a une jauge. Si tu as ça de temps et d'argent à dédier à Magic, bah, si jamais tu fais 2 TCG, tu auras ça de temps à dédier, de temps et d'argent à dédier à Magic, et ça de temps à dédier et d'argent à dédier à l'Orcana. Et si jamais tu veux en faire 3, bah, ta jauge, elle va se diviser en 3, répartie sur tes 3 TCG. Ça ne change rien, ça dépend juste de l'implication que tu veux mettre dans tel ou tel TCG. Mais globalement, je trouve que la dynamique d'avoir des enfants ou pas, elle n'a pas trop de valeur dans le débat du multi-TCG, elle a de la valeur dans le débat du hobby. Est-ce que tu as le temps d'avoir des hobbies quand tu as des enfants? Bah ça dépend de ta situation, ça dépend du temps, entre guillemets, que tu alloues à tes enfants. Je pense que globalement, dès que tu as des gosses, ton temps dédié à ton plaisir personnel et à tes hobbies baisse. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des enfants qui continuent à jouer à Magic. Et bah tu peux très bien dire, ok, je donne 4 heures de ma semaine à Magic. Bah finalement, je décide de donner 2 heures à Magic et 2 heures à Star Wars Unlimited. Je crois que petit à petit, les gens trouvent des subterfuges, des manières de consommer, des manières de jouer et des manières de faire du multi-TCG. Et ça dépend de ton environnement de jeu, de ton portefeuille, de ton temps disponible. Et donc globalement, je pense que la question des enfants, elle a surtout de la valeur dans, ok, tu as combien d'heures à donner à ton hobby par semaine, et après ton hobby, bah, tu le divises sur le nombre de TCG que tu veux. Plus tu fais de TCG, et plus le temps que tu alloues à chacun d'eux, et bah, ah c'est trop bien, j'aime bien comme anecdote ce que nous dit Major Quack. J'ai un pote qui utilise le côté multi-TCG pour passer plus de temps avec ses enfants, sa fille préfère tel TCG, son fils tel autre, ça permet d'individualiser le temps partagé. Complètement, complètement. Je connais notamment des joueurs de TCG qui sont fans d'un TCG, mais qui vont jouer à un autre TCG pour le partager avec leur enfant. Et je trouve ça très cool aussi, effectivement. Mais tout ça revient à votre organisation personnelle, c'est tout. Là, celle-là, je pense qu'elle est un peu plus chaude. Je pense qu'on va passer le seuil de la tiédeur, parce que là, je pense que ça va faire débat et que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Une bonne licence est plus importante qu'un bon gameplay. Moi, je vais aller contre l'avis populaire de ce chat, et je pense que c'est très vrai. Je pense que, en tout cas du point de vue successful d'un TCG, je pense qu'une bonne licence, c'est plus important qu'un bon gameplay. Je pense qu'un bon gameplay, c'est hyper important
surtout quand t'as pas de licence. Tu prends plus de risques de ne pas marcher que quelqu'un qui a une très bonne licence et un gameplay moyen. On va pas dire un mauvais gameplay, parce que les mauvais gameplays, enfin, ça n'existe pas. Les gens, ils ont quand même des groupes de R&D, ils ont des game designers, et tout le monde fait toujours en sorte, pour les TCG dont on parle, que le gameplay soit à minima amusant, quoi. Mais on va dire un gameplay moyen. Je pense que tu peux avoir un gameplay très moyen et une licence de fou qui fait que les gens ont envie de collectionner ou alors de jouer dans l'univers de cette licence-là. Et je pense que pour le succès, la pérennité de ton jeu, c'est malheureusement, et c'est un peu un aveu de faiblesse tout ça, c'est malheureusement plus important d'avoir une licence qu'un bon gameplay. Il y a un exemple qui devrait vous sauter aux yeux et qui fait presque foi d'argument d'autorité. C'est Magic qui, je pense, dans la scène joueur et fanat de gameplay, peut être vu comme le meilleur gameplay TCG au monde, ou en tout cas il l'était pendant un temps, et la plupart des TCG se sont inspirés de son gameplay, et ça reste un jeu qui a une profondeur insondable, c'est le jeu le plus profond, avec le gameplay le plus intéressant et le plus complexe, et ce TCG-là, il a été s'acoquiner de plein de licences avec les Universe Beyond, pour pouvoir continuer à vivre et à exister tel qu'il existe actuellement dans la sphère TCG. Alors que un très très bon gameplay sans licence, c'est le cas de Flesh and Blood. Et effectivement, c'est un succès d'estime dingue. Et les joueurs qui jouent à Flesh and Blood savent qu'ils jouent au meilleur jeu actuel. En tout cas, au meilleur TCG émergent avec le gameplay le plus génial qui existe. Mais c'est beaucoup moins grand public, ça vend beaucoup moins de boîtes. Alors, ils sont quand même rentrés dans un rythme de croisière où ils vendent vraiment très bien, ils ont leur communauté, les gens sont vraiment férus de leur jeu, et je me fais pas de soucis pour Flesh and Blood. Mais ça n'aura jamais le succès de Pokémon, One Piece ou Naruto Bandai, par exemple. Jamais. Et c'est pas grave. On cherche pas ça forcément. Mais c'est dire que quand bien même tu as le meilleur gameplay du game, ça a moins d'importance qu'avoir la meilleure licence du game dans notre époque TCG. Tu parles de vérité et on te parle de notre cœur. Ah, les gars, déclaration chaude, on est là pour établir des vérités. On sait, nous, ce que pense notre petit Kokoro, que Flesh and Blood, c'est un jeu de fou et que tout le monde devrait prendre exemple sur lui. Mais la vérité, c'est que c'est One Piece et Pokémon qui vendent le plus. Et c'est que c'est Final Fantasy et Avatar et The Hobbit qui pètent tous les scores sur Magic. Si on parle avec notre cœur, il n'y a pas de déclaration chaude. On s'en fout. Et je prends même, encore une fois, je ramène ça à mon exemple personnel. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir vérifier ça à la fois avec vous sur le chat, votre expérience et mon expérience à moi. C'est moins vrai pour One Piece parce que je trouve que le gameplay est exceptionnel. Mais c'est plus vrai pour Star Wars, qui sont globalement les deux jeux auxquels je joue le plus. Star Wars est, à mon sens, pas le meilleur gameplay du game. C'est un gameplay qui est hyper optimisé, hyper bien pensé, mais qui reprend surtout une filiation très nette avec Magic, et qui, certes, a un tour partagé avec une mécanique d'initiative, mais reste assez simple d'accès et pas aussi novateur que ce que tu pourrais avoir d'un côté comme Flesh and Blood, si jamais tu veux vraiment renouveler tes expériences de gameplay. Et pourtant, je joue plus à Star Wars qu'à Flesh and Blood. Et je collectionne pas, hein, mais j'aime jouer à Star Wars parce que je veux jouer dans l'univers de Star Wars. Et donc, même moi, qui suis quand même un féru de gameplay, je veux dire, ici on parle souvent de gameplay, même plus que de collection au global, l'exemple de Star Wars sur moi, c'est que, sans dire que le gameplay est mauvais, parce que comme je vous dis, tous les TCG dont on parle ont des bons gameplays, c'est la licence qui carry le jeu pour moi de fou, et je joue à Star Wars parce que c'est Star Wars. Si jamais tu me mettais le gameplay de Star Wars sur une licence inconnue, je m'amuserais quand même, mais je pense que c'est pas le jeu auquel je jouerais le plus actuellement. Le gameplay, c'est le cerveau, et la licence, c'est le cœur, l'affect. Il faut un subtil mélange des deux. Moi, je suis complètement d'accord, Michou à poil. Très marrant d'ailleurs comme pseudo. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un matrixé de One Piece en ce moment, parce que je trouve que le gameplay est exceptionnel, très simple, très accessible, encore une fois une filiation nette avec Magic, mais le twist des dons et des counters, ça rend le gameplay tellement savoureux, tellement complexe, avec un arbre de décision tellement large, que je suis rassasié, je rassasie mon cerveau avec la stimulation que le gameplay propose. Mais en même temps, je suis trop content de jouer avec des cartes One Piece. Moi, je suis content d'avoir ma carte Luffy. J'ai envie d'avoir mon leader Luffy. Je choisis même mes decks à l'affect. Quand j'ai dû, là, pour le set numéro 8 de Star Wars, quand je sais que je dois jouer Cad Bane parce que c'est un des meilleurs leaders, ça me fait chier. Je le disais quand j'en parlais avec Marco Aile au Master TCG. Je dis, putain, je suis deck de jouer Cad Bane. Je connais pas le personnage. C'est un espèce comment on appelle ça, de chasseur de primes avec un pistolet. Moi, je veux jouer un Jedi avec un sabre laser.
Et quand bien même je suis un cagoulé du carton qui adore le gameplay, ça a de l'importance pour moi de jouer avec un Jedi plutôt qu'avec un mercenaire, parce que la licence, elle a de l'impact, elle a de l'importance pour moi aussi. Et typiquement, sur One Piece, même si Foxy, ça devient le meilleur deck du méta, je jouerai pas Foxy, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, non, j'appuie complètement la take, et je vois que celle-là, elle est chaude parce qu'elle fait débat. Je pense que malheureusement, et je dis pas que c'est bien, et attention, le gameplay a une importance capitale pour moi, mais malheureusement, la licence est plus importante que le gameplay, c'est vrai. Genre, il y a tout qui corrobore ça dans le monde du TCG dans lequel on vit. Et pour le grand public, comme le dit le sandwich merguez, la licence prend le pas. Si déjà elle arrive à avoir un impact aussi important sur des gens comme nous, sur ce chat, où on est quand même plutôt des joueurs avancés, passionnés et tout, alors pour le grand public, il n'y a même pas de débat. Il y a des millions de gens qui ouvrent du One Piece qui jouent même pas au jeu, quoi. Donc c'est évident que la licence, elle est plus importante que le gameplay. En fait, il n'y a même pas de débat. Il y a des millions de gens qui collectionnent des TCG sans y jouer. S'il y a un TCG avec un gameplay monumental qui sort sur les Teletubbies, je crois que j'y jouerai pas. Licence 1, gameplay 0. Ça me trouve de vous dire ça, mais je crois qu'il faut pas être d'élu en fait. C'est juste la vérité, je pense. Allez, c'est parti. Autre tech, où là on change complètement d'univers. C'est une tech qui est quand même plus orientée pour les joueurs de Magic. On verra si jamais il y a beaucoup de joueurs de Commander sur le chat. Parce que la tech qu'on m'a partagée, c'est les joueurs de Commander ne savent pas évaluer leur deck. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui font semblant de ne pas savoir ou qui diminuent volontairement la puissance de leur deck pour pouvoir jouer avec des amis à certaines tables, pour avoir aussi un pourcentage de chance plus important de gagner la partie, pour pouvoir faire des choses puissantes dans Magic, mais avoir quand même la possibilité de jouer avec des gens qui veulent jouer avec un power inférieur. Je pense que la plupart des gens diminuent la puissance de leur deck, mais c'est pas qu'ils ne savent pas le faire et qu'ils l'évaluent mal, c'est que je pense qu'ils le font consciemment. Mon avis est à prendre avec des pincettes parce que ma connaissance de la sphère Commander Multi, elle est quand même moins importante que ma connaissance de la sphère TCG 1v1. Et je crois que c'est un peu vrai, N115 nous dit tous les joueurs, hein, c'est pas juste les joueurs de Commander, juste en construit, il y a un delta de power beaucoup plus restreint. Les gens aiment bien dire que leur deck est pas le meilleur deck du format, au global. C'est très vrai C'est très vrai même en 1v1 en fait. Il y a un peu ce truc, même quand tu piques le meilleur deck, on aime souvent dire ah, mais les gars, c'est pas si fort mon deck, tu vois. Alors que si, c'est le tiers 0 du format, c'est le meilleur deck. Il est au-dessus de tout. Mais on aime bien toujours baisser un peu le power level, peut-être pour nous donner plus de crédit en tant que pilote. Je pense que pour le Commander Multi, c'est pour avoir accès à des tables plus larges. Il y a un peu de ça. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que la tech est vraie. Tu as raison, mais je pense que le système de bracket fait tout l'inverse. Il complexifie la compréhension du power level des decks de par sa nature extrêmement floue. Je suis pas un expert de Commander Multi, donc je suis pas le mieux renseigné sur les systèmes de bracket. De mon point de vue, et c'est quelque chose que Bandit a assez répété et auquel j'entends, en tout cas sa vision de la chose, et elle me semble légitime, les brackets ne sont pas là pour estimer la puissance de ton deck, mais ce n'est qu'un outil pour t'aider à l'estimer. Si tu le vois ça que comme un outil, le bracket ne peut pas engendrer de mauvaises choses. C'est-à-dire c'est toi qui utilises mal le bracket si jamais tu surévalues ou sous-évalues ton deck. En fait, le bracket, c'est pas une vérité absolue. C'est une aide pour les joueurs pour pouvoir trouver des tables d'un niveau homogène. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin du bracket pour créer ça. Et d'autres qui, avec les brackets, arrivent justement à encadrer un petit peu le power level de leur deck. Je trouve que les brackets, c'est mieux que l'échelle de 1 à 10. Parce que l'échelle de 1 à 10, bah, tout le monde joue un deck 7. Ah, on est d'accord, on jouait tous un 7, non? Et encore une fois, j'ai pas fait beaucoup de Commander Multi dans ma vie, mais les gars, il suffit que tu t'intéresses au Commander Multi une semaine et tu sais que tout le monde joue un deck 7. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les brackets, c'est juste un outil, on peut en faire fi si on n'en a pas besoin, et ça peut être utile si on l'utilise convenablement. Bah oui, on jouait tous un deck 7, évidemment. Moi, j'ai monté un deck 7 à l'époque. Hein. Idem, par contre, les decks 7 de mes potes sont très forts. Ouais, et puis ton deck 7 à toi, en vrai, c'est un 5-6, il est pas trop fort. Ça va, t'as des combos, mais c'est dilué dans 99 cartes. On est tous les mêmes, les gars. Je crois que c'est la fin de ce débat. Attention là, les passionnés de collection, les passionnés de pop culture, les passionnés de licence. Je veux votre avis là-dessus. One Piece va dépasser Pokémon. Et alors ça c'est marrant comme take, parce que j'ai eu deux takes différentes. J'ai eu One Piece va éteindre Pokémon,
et j'ai eu One Piece va se casser la gueule. En gros, si je résume un peu l'idée, l'avis du chat, en tout cas certains avis du chat, c'est que, ok, actuellement, Pokémon est bien installé devant One Piece parce que le monde entier connaît Pokémon, c'est la licence la plus lucrative de l'histoire des licences, il n'y a rien qui est plus connu que Pokémon. Même Disney, même Hello Kitty sont des licences qui sont derrière. Et pourtant, c'est des licences très puissantes comme Hello Kitty au Japon et en Asie. Là où One Piece n'est pas encore autant intergénérationnel, ça commence, mais ça l'est pas encore. Sauf que d'après vous, One Piece a la capacité à évoluer de la même manière que Pokémon et à devenir intergénérationnel. C'est déjà un phénomène social, sociétal, c'est devenu un phénomène culturel, mais pas que. Et donc petit à petit, One Piece pourrait évoluer vers un truc aussi important que Pokémon. En tout cas, c'est votre take. Donc est-ce qu'à terme, One Piece éteindra Pokémon? Moi, je pense pas, parce qu'il y a un truc très simple, c'est que, comme le dit Drag dans le chat, One Piece aura une fin, ce qui n'est pas le cas de Pokémon. Alors on verra si les ayants droit, la Shueisha, feront comme Dragon Ball, c'est-à-dire continueront à étirer le média pour pouvoir faire des trucs annexes, tu vois, genre comme Dragon Ball, il y a eu Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Daima, Dragon Ball ceci, Dragon Ball cela. Je suis pas sûr que Oda laissera faire ça avec One Piece, et donc je suis pas sûr que One Piece continuera à avoir entre guillemets de la médiatisation quand le manga sera fini. Là où je pense que Pokémon est rentré dans un... C'est une licence mercantile qui ne s'arrêtera jamais, quoi. Elle est rentrée dans un espèce de cycle où tous les ans, il y aura le nouveau Pokémon, ou tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas exactement quel est le rythme de sortie. Je vois pas l'éditeur s'arrêter d'imprimer des cartes, je vois pas la licence Pokémon continuer à évoluer. Enfin, je veux dire, la licence Pokémon n'a pas de fin, en fait. Donc il faudrait qu'elle tombe, qu'elle perde cette espèce de pérennité qu'elle a depuis des années, de manière un peu organique, toute seule, par un désintérêt de la population, sachant que les enfants encore actuels sont fans de Pokémon, et nous, quand on était enfants, on était fans de Pokémon, et je vois pas pourquoi les enfants de nos enfants seraient pas fans de Pokémon si on continue à faire des dessins animés, des jeux vidéo, des cartes à collectionner, des nounours, des peluches, des... Quand bien même je trouve que les nouvelles générations de Pokémon nous parlent pas à nous, elles parlent à nos gosses, quoi. Enfin, je dis nos gosses, moi j'en ai pas, mais vous avez compris. Pokémon arrive à se transmettre comme ça de manière intergénérationnelle et sans fin. Là où One Piece, bah, il y a un moment, effectivement, il y aura... Je pense qu'en fait, en ce moment, One Piece est à son prime, ou pas loin de son prime. Peut-être que le prime interviendra avec la fin du l'arc final du manga. Mais en tout cas, il est pas loin de son prime. Et je vois pas pourquoi la licence One Piece continuerait à exister après la fin du manga. Il faudrait encore une fois que les ayants droit aient envie d'étirer le média, étirer la licence, traire la vache à lait comme ils le font avec Dragon Ball, mais d'ailleurs parfois un peu à tort parce que Dragon Ball, ça, je veux dire Dragon Ball Super, ça n'a pas la hype de Dragon Ball Z. Au Japon, oui, mais nous en Europe, en Occident, il y a beaucoup de gens, et dont moi, j'en fais partie, qui donnent pas trop de crédit à Dragon Ball Super. Je vais pas collectionner des cartes Super. Typiquement, je serais un grand fan du TCG Dragon Ball Fusion, mais pareil, tu vois, vu que ça emprunte beaucoup à Dragon Ball Super, je me suis pas forcément mis dedans, même s'il y a de plus en plus de cartes un peu vibe Dragon Ball Z qui commencent à me plaire et tout, notamment avec les manga boosters. Là, il y a le set Story Booster qui est sorti avec des cartes exceptionnelles. Donc, je commence à avoir un œil curieux sur Dragon Ball Fusion. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas s'ils arriveront à étirer la licence aussi bien que ce que Pokémon le fait, tu vois. Et maintenant, si on parle d'un aspect purement TCG, on met la licence de côté. Moi, j'ai l'impression que les cartes Pokémon sont tellement en place, sont devenues vraiment des actifs financiers au même titre un peu que certains tableaux sont devenus des placements financiers pour des gens riches et compagnie. Et le prix des cartes Pokémon ne cesse d'augmenter. Les cartes vintage Pokémon ont atteint des plafonds d'achat-revente qui sont tellement hauts que One Piece, je les vois pas forcément atteindre ça, quoi. Je me trompe peut-être, mais... et ça, encore une fois, comme le disait quelqu'un dans le chat, faut être Madame Irma. Et là, pour moi, on est au prime de One Piece, mais je sais pas s'il est capable de rester aussi primesque. Et tu le vois notamment dans le TCG, je trouve que One Piece se démène, se débat. Tu vois ce qu'ils font pour OP17, il y a les nouvelles raretés.
les promos tournois qui sont renouvelés tout le temps, la scène compétitive de One Piece qui est hyper dynamique, les annonces, les collaborations. One Piece se bute pour être à l'échelle, en tout cas à peu près à la taille de Pokémon dans le game de la collection. Pokémon, ils ont rien besoin de faire. Pokémon, c'est feignant, mais c'est feignant de zinzin, quoi. Alors ok, il y a une ou deux collabs par an, mais beaucoup moins que sur One Piece. Je trouve que les collabs, elles sont moins cool. Les sets Pokémon, genre, veut dire le set des 30 ans, moi, pardon, mais je trouve pas ça particulièrement hypant ou excitant. Ils reprennent toujours la même formule toutes les 5 ans. Je vois pas ce que One Piece Pokémon 30 ans a de plus hype que Pokémon 25 ans. On ressort toujours le même Dracofeu avec la même pastille. Moi, je trouve que One Piece doit se sortir 10 fois plus les doigts du cul, comme on dit, pour générer une hype énorme. Et ils le font très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que Bandai est trop fort, parce qu'ils arrivent à convertir cette hype de One Piece là depuis un an et à battre le fer tant qu'il est chaud. Mais j'ai pas l'impression que Pokémon ait besoin de battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai l'impression que Pokémon vit à son petit rythme de croisière et continue malgré tout à vivre mieux que One Piece, quoi. Donc est-ce que One Piece va éteindre Pokémon? Je crois pas. Est-ce que One Piece va continuer à être hypant, à générer le buzz qu'il génère? Ça, oui. Je pense que One Piece a de très beaux jours devant lui, ouais. Après, maintenant, si on s'attache à la valeur des cartes, est-ce que les cartes One Piece vont continuer à coter dans le temps et tout? J'en sais rien. Si je le savais, si on le savait, on serait tous riches. Là, je m'attache pas du tout à cette dynamique-là. On ne fait pas de conseils en investissement sur la chaîne et globalement, je suis très mal placé pour ça parce que je suis pas du tout compétent là-dedans. Donc, mon propos, c'est pas d'essayer de deviner si les cartes One Piece ou les cartes Pokémon vont coûter le plus cher dans 10 ans, j'en sais rien. Mais je pense que Pokémon est très très loin de s'éteindre et que One Piece, là, bat le fer tant qu'il est chaud. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc voilà, il y a des arguments quand même qui vont dans le sens de One Piece, dans le sens où effectivement, ça devient vraiment un phénomène culturel, générationnel, qui commence à se transmettre des parents aux enfants, qui commence à être repris justement, même politiquement. One Piece, c'est un symbole de liberté, d'émancipation. Il y a un truc qui laisse penser que One Piece peut éteindre Pokémon. Et ne serait-ce que la question soit posée, c'est incroyable pour One Piece. Mais je pense que c'est pas encore tout à fait le cas. Et maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je pense que Naruto Card Game, qui sort du coup en juillet 2027 par Bandai, fera plus d'ombre à One Piece qu'à Pokémon. Et ça, c'est un peu ma take, que je pense partagée par certaines personnes. Et on verra ce qu'il en est dans un an. Moi, je suis assez convaincu que Naruto Card Game va pas mal avoisiner le succès de One Piece Card Game en termes de pure TCG. Et que la licence Naruto, elle est plus impactante que ce que les gens pensent, notamment en Europe. Mais c'est juste que, voilà, comme Naruto est plus publié, bah, il y a juste moins de buzz que One Piece. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, entre Naruto et One Piece, c'est Naruto qui éteignait tout. Hein, le chef du Big Three, Naruto, One Piece et Bleach, c'était Naruto le fer de lance de tout ça. Donc, je minore pas la hype de One Piece qui est géniale. Et encore une fois, le côté intergénérationnel et que Naruto commence à avoir aussi, en fait. Hein, les parents montrent Naruto à leurs enfants. Mais par contre, Naruto a peut-être moins ce côté, ce symbole sociétal, ce symbole d'émancipation, ce sous-texte que One Piece met en place. C'est vrai que Naruto a pas ça, mais dans les fans juste d'animé, Naruto a une place quand même assez importante. Et donc, en tout cas, de par la sortie de Naruto Card Game de chez Bandai, je les vois bien taquiner un petit peu le marché de One Piece, là où je crois que Pokémon restera le marché Pokémon. Même, en fait, même quand tu vois le succès de One Piece actuellement, Pokémon ne tremble pas. Il n'y a pas eu de décote sur les cartes de collection Pokémon. Au contraire, tout ne cesse d'exploser et de grossir. Donc on verra bien ça. Pour le coup, sur cette take, je sais pas trop quoi en penser. J'ai des avis, mais rien de tranché. Donc pour moi, c'est vraiment une hot take de dire One Piece va dépasser Pokémon parce que je crois que c'est très difficile à estimer. Autre sujet, pareil, c'est une take tellement froide, mais encore une fois, le côté déclaration chaude, s'il y a une take chaude, tant mieux. Même si une take est froide, le fait qu'elle me soit proposée et que ça amène un sujet ou un débat, je trouve ça intéressant. Je pense, moi, que c'est une tech froide et vous allez voir pourquoi. L'impact écologique des TCG est désastreux.
La tech est réelle, on n'en parle pas assez, donc c'est important d'aborder le sujet, mais c'est très compliqué de dire le contraire. Effectivement que l'impact écologique des TCG est désastreux. On imprime du carton en masse. Il y a une dose d'emballage monumentale. Si on édite des milliards de cartes, c'est des millions d'arbres coupés et des millions de sachets plastiques pour, entre guillemets, conditionner nos cartes. Ces cartes-là ne sont... Personne ne recycle ces cartes, ça reste dans des boîtes à chaussures. La plupart du temps, où c'est jeté. Chacun vit avec ses propres contradictions. C'est pas parce que tu joues au TCG que tu n'as aucune conscience écologique. Tu peux essayer d'avoir un impact là où tu souhaites avoir un impact. Et c'est pas parce que tu fais pas tout parfaitement que tu n'as aucune conscience écologique. Mais en tout cas, on peut pas nier l'évidence que oui, imprimer du carton en masse comme ça, à but totalement futile, hein, je rappelle, c'est un divertissement. On n'a pas besoin des TCG pour vivre. Un monde sans TCG est un monde qui continuerait de tourner. C'est pas un besoin essentiel. Pour moi, c'est un besoin essentiel parce que je fais ça depuis 20 ans et que ma vie sans TCG serait vraiment différente. Et pour beaucoup, c'est un besoin essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé une communauté, il y a un lien social très puissant. Donc, on peut le rapprocher d'un besoin essentiel pour beaucoup de profils. Mais en soi, on aurait pu créer ces liens. Moi, j'aurais pu être passionné d'autres choses et vous parler d'autres choses sur Internet. Les gens qui ont trouvé un lien social très puissant, la puissance de la communauté, vous auriez pu le trouver dans d'autres sphères que le TCG en soi, le jeu vidéo, le sport. Donc je ne veux pas minimiser l'impact positif qu'ont les TCG, parce que sinon j'en serais pas passionné depuis plus de 25 ans et j'aurais pas une chaîne dessus et je vous en parlerai pas ce matin. Est-ce que les éditeurs communiquent sur leurs impacts carbone et environnementaux? C'est une bonne question. En vrai, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, de par le fait que je le sache pas, c'est que c'est pas trop mis en avant. Je suis pas certain que les éditeurs cherchent à se greenwasher entre guillemets. J'ai l'impression que c'est juste admis. Bah oui, écologiquement c'est pas ouf et c'est comme ça. Il y a quand même des éditeurs qui essayent de jouer le jeu au maximum. Je pense notamment à ceux qui essayent de print seulement à entre guillemets au plus près de la demande pour éviter de surproduire. Il y a aussi des éditeurs qui essayent d'avoir des boosters en papier recyclé plutôt qu'en plastique. Ça, c'est toujours à valoriser. Et nous, quand on ouvre des cartes, on le valorise toujours parce que c'est un peu mieux en soi. Je me fais pas le procès de jouer au TCG, mais c'est plutôt de réfléchir à la question de comment on peut améliorer ça, c'est-à-dire continuer à consommer notre passion. On a besoin du physique, on a besoin de collectionner des cartes, on a besoin d'avoir du carton, c'est cette sensation qu'on aime aussi, sinon on ferait tout en digital, on jouerait qu'à des jeux numériques et moi je m'y refuse. J'ai un côté matérialiste très puissant, lié justement au fait d'avoir des cartes, jouer en physique, posséder ces cartes-là, notamment dans ma collection. Il y a un côté non essentiel et très, très matérialiste et tout, et je veux pas, encore une fois, me jeter la pierre pour ça. Mais par contre, je trouve c'est intéressant de réfléchir à, ok, comment on peut améliorer ça? En tant qu'imprimeur, c'est beaucoup plus cher, le blister carton, les découpes, les plis, le moindre défaut que ça crée, beaucoup d'éjections dans les bacs prévus. Après, il faut réintroduire les boosters dans la ligne. En plastique, l'encarteuse est bien plus précise et le coût est moindre. Ah ben, de toute façon, c'est toujours plus cher de faire quelque chose d'écologique, Gvara. Mais c'est intéressant de savoir ça, ouais. Moi, je troquerai le jeu physique contre le jeu numérique à aucun moment, jamais même. Et comme je le dis souvent, quand on collectionne des petits bouts de carton, on collectionne surtout des souvenirs. En fait, on attache un souvenir, un moment, une émotion, un moment de notre vie. On prend ce petit souvenir-là et on l'attache à un petit objet physique. Et ça sert à ça, la collection, à collectionner des souvenirs. Donc, on ferait pas ça avec un jeu numérique. Tu vois, là-bas, là, je tourne le regard, je vois Eternal Witness, Achroma, ça me rappelle mon enfance. Eternal Witness, ça me rappelle le booster 5e édition, pas 5e édition, pardon, 5e aube, que j'ai ouvert en allant à la presse en Dordogne quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. C'était à l'époque du bloc Miraudin. J'avais acheté donc ce booster 5e aube. Eternal Witness, c'est une carte qui m'a suivi, qui m'a accompagné pendant toute ma vie de joueur. Et quand je vois cette carte-là, j'ai automatiquement le sentiment et j'ai l'image de moi qui rentre dans la presse sur la place principale de Nontron chez mes grands-parents, tu vois. Quand je vois Achroma, bah, c'est le rêve d'enfant, c'était la carte la plus puissante de la cour de récréation, ça me rappelle encore une fois la nostalgie de l'enfance, enfin, et je peux avoir ça sur quasiment toutes les cartes que je collectionne, ou presque. Et c'est ça la puissance du physique, du carton, et on cherche pas à remettre ça en cause. C'est pour ça que je veux pas... je suis obligé de préciser quand je dis que le TCG c'est un truc non essentiel. Dans le sens, les éditeurs de TCG, ils vendent pas de l'eau, tu vois. Ils vendent pas des
je sais pas, de la nourriture, tu vois, des trucs qui sont utiles à la vie, à la survie. Mais en fait, c'est essentiel pour beaucoup d'entre nous, hein. Et ce qui est intéressant, c'est ouais, comment on essaye d'atténuer ça. C'est vrai qu'on devrait peut-être mettre en place des collectes pour recycler les cartes. Typiquement, toutes les cartes qu'on jette ou alors qui moisissent dans des cartons, peut-être qu'au niveau boutique, on pourrait organiser le fait de collecter et trier ces cartes-là qui servent plus à rien, pour leur donner une seconde vie ou pour pouvoir réutiliser le papier, j'en sais rien. Euh, ok, même si c'est plus cher, essayer de faire des boosters, en tout cas des emballages plus écologiques, diminuer le nombre d'emballages. Là, je pense qu'il y a plein de choses dont on parle pas. Tout ça parce qu'on se dit, bah oui, c'est pas écologique et ok, fin du débat et c'est ok. Mais en fait, je pense qu'on peut trouver des choses à faire. Et impact écologique, on parle même pas de card market, effectivement, avec tous les envois, les déplacements de cartes et compagnie. Non, mais attention, c'est très énergivore le TCG, c'est clair. On est ok sur ce sujet-là. Dernier sujet de la journée. Après, on stoppe là. Et ça, c'est ma hot take à moi. Parce que c'est un truc dont j'ai déjà parlé. Et je pense que ça peut être sympa. En tout cas, cette émission me donne une tribune pour en reparler. Et je veux avoir votre avis là-dessus. Je pense, et c'est vraiment à l'encontre totale du game dans lequel on est actuellement, je pense que les collectionneurs ne devraient pas ouvrir de displays en masse. Tu n'as aucun intérêt à ouvrir plusieurs displays quand tu es collectionneur. Ce qui est à l'encontre totale de la sphère TCG actuellement. C'est-à-dire que les collectionneurs sont les gens qui ouvrent des dizaines de displays pour gratter le ticket et essayer de trouver la chase card. Et les joueurs ont du mal à avoir des displays pour pouvoir ouvrir et utiliser les cartes qui vont dropper dans leur display. Et je trouve ça fou que le monde se soit construit, le monde du TCG, la collection se soit construit autour du fait d'ouvrir des displays en masse. Et moi, je vois le nombre de gens qui jouent même pas, par exemple, à One Piece, qui sont juste des collectionneurs de One Piece et qui se butent pour trouver des displays à ouvrir, alors qu'ils pourraient juste acheter les cartes qu'ils cherchent. Et donc ça, on vit vraiment dans un espèce de prisme inversé qui n'a aucun sens pour moi, et dont je suis prêt à débattre avec vous, quoi. Genre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les vidéos YouTube qui consistent à ouvrir des milliers de boosters pour ouvrir des cartes à 500 euros, ce qui a pu être le cas sur Pokémon pendant un temps. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le plaisir d'ouvrir la carte te coûte 20 ou 30 fois plus cher que juste le plaisir de te l'acheter. Parce qu'en soi, si tu cherches un Dracofeu à 500 balles, il vaut mieux l'acheter 500 balles que d'ouvrir 5000 euros de booster. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est un truc que nous, en tant que joueurs, passionnés de TCG et compagnie, on comprend, on conçoit. Mais le grand public, passionné notamment de collection, Pokémon, One Piece et tout, consomme pas du tout comme ça, hein, la team. Hein. Les gens ouvrent des displays en masse pour essayer de hit des cartes. Et je pense que les gens auraient des collections bien plus cool, personnalisées, satisfaisantes, s'ils achetaient leurs cartes à des joueurs qui ont ouvert des displays pour utiliser les cartes de jeu à l'intérieur, plutôt qu'en essayant d'ouvrir les displays. Alors c'est peut-être une déclaration froide pour vous, mais je peux vous assurer que dans la sphère collection, c'est pas tellement une cold take. Hein. Il y a le plaisir de l'ouverture qui fait qu'on n'est pas rationnel. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pas dans ton intérêt. C'est juste, entre guillemets, le neuroatypisme de l'humain, les biais de ton cerveau qui te poussent à vouloir gratter le ticket. Mais en soi, ça te coûte très très cher de collectionner en voulant ouvrir tes cartes. Vraiment très 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 cher. Après, si on te suit, tout le monde arrête d'acheter des display boosters. C'est faux, Esteve. Parce que justement, mon propos, c'est de dire que les gens qui sont récompensés et qui ont l'utilité d'ouvrir plusieurs displays, c'est les joueurs. Parce que les joueurs, eux, ils cherchent pas une carte en particulier pour leur collection, ou alors les meilleures cartes, les SP, les grosses raretés dans One Piece ou quoi. Eux, ils cherchent les cartes qui vont ouvrir dans les boosters pour jouer avec. Donc moi, mon point de vue, et le marché se porterait à peu près pareil, hein, si tu déplaces les 5 displays que va ouvrir un collectionneur vers des joueurs qui, eux, n'arrivent pas à ouvrir 5 displays parce que eux, ils sont joueurs, donc moins dans cette recherche d'avoir des displays à ouvrir et compagnie, ils sont plutôt team bon, on va acheter nos cartes buy single sur Card Market et parfois ils sont même deck parce qu'ils auraient voulu ouvrir quelques displays ou quoi. Si en gros tu prends les 5 displays d'un collectionneur et que tu les vends plutôt à des joueurs qui eux vont ouvrir leurs 4-5 displays
pour avoir un échantillon de toutes les SR, de toutes les secrètes. Je prends l'exemple de One Piece parce que ça marche bien actuellement dans la problématique de la disponibilité des produits. Du coup, lui, le joueur, il va utiliser une grande partie de ce qu'il ouvre. Il va être récompensé, qu'importe son ouverture, parce qu'il va ouvrir un certain nombre de SR et de secrètes qu'il va utiliser dans ses decks. Et si jamais il a une chase card supplémentaire, une SP, une Paraleader ou alors une manga, s'il est collectionneur en plus d'être joueur, il est content, tant mieux pour lui, c'est bénef. Il n'a pas gratté le ticket pour avoir ça, il a gratté le ticket pour avoir ce à quoi il devait s'attendre, c'est-à-dire ses cartes de jeu, mais en plus il a gagné et tant mieux. Ou alors il a ouvert théoriquement un billet qui lui permet de rentabiliser son ouverture et de vendre à des collectionneurs. Mais si t'es pas joueur, mon propos c'est de dire si t'es pas joueur, que t'es juste collectionneur, que t'as jamais poussé une carte dans un deck et compagnie, et que tu veux juste collectionner des SP ou des mangas, ça revient à jouer au loto. Tu n'as aucun intérêt financier à faire ça. Il faut avoir des gros moyens pour se permettre ce luxe-là. Et donc je pense qu'on vendrait le même nombre de palettes One Piece si c'était les joueurs qui ouvraient et moins les collectionneurs. Donc il y a un côté pas rationnel au fait que les collectionneurs ouvrent autant de displays. Et je crois que la seule chose qui est, entre guillemets, l'argument qui peut défendre ça, c'est le plaisir d'ouvrir ta carte. Mais je crois que le plaisir d'ouvrir ta carte toi-même, il vaut pas l'écart de prix par rapport au fait d'acheter ta carte, d'après moi. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il faut plus ouvrir de produits, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, typiquement, je n'ouvre pas de produits pour collectionner. Par contre, j'ouvre mes produits dès que j'ai un nouveau set qui sort dans lesquels je joue. Pour Star Wars, là, j'ai ouvert 4 displays, parce que j'avais besoin de récupérer mes légendaires et mes rares pour pouvoir monter mes decks. Et c'est comme ça, à la base, que le TCG, ça devrait fonctionner dans le meilleur des mondes pour moi. Et par contre, si j'avais envie d'avoir une leader showcase, notamment Cat Bane, qui est le deck que je joue, plutôt que d'ouvrir 5 ou 6 displays de plus pour tenter ma chance d'avoir Cat Bane, ça me coûterait beaucoup moins cher juste de l'acheter directement by single. Et là, on est dans un monde où les collectionneurs ouvrent et les joueurs achètent by single. Inverse le prisme et globalement, c'est comme ça que ça devrait rouler. Même en tant que joueur, acheter à l'unité, c'est plus efficient. Oui, mais l'écart d'efficience. Ok, alors déjà, c'est pas le cas sur tous les jeux. Il y a vraiment des jeux qui te récompensent. Si jamais tu joues plusieurs decks dans le format, que tu veux juste, par exemple, à One Piece, que tu veux jouer un peu tout le format, vraiment, t'achètes 3-4 displays. Je parle au prix retail, je parle pas au prix revente collection. T'achètes 3-4 displays. Globalement, sur le nombre de SR, de rares et de secrètes que tu veux ouvrir, t'es à peu près à la même efficience, avec le droit d'ouvrir une chase card, que si t'achetais à l'unité. C'est le cas en ce moment pour Star Wars Unlimited. Regardez le prix d'une display, regardez le prix des légendaires actuellement, que ça soit le Chimera, le Previsla et compagnie. Franchement, si jamais tu joues, tu cherches une large quantité de cartes pour le jeu, t'es quasiment à la même efficience à ouvrir des displays. Mais c'est juste que l'écart d'efficience, ok, même si dans tous les cas, ouvrir un produit, c'est pas efficient. Et tant mieux qu'on ait tous, entre guillemets, cette envie de pas être trop efficient, parce que sinon, effectivement, les éditeurs vendent plus de displays. Mais bon, admettons. L'écart d'efficience entre un joueur qui ouvre des displays et un collectionneur qui ouvre des displays, il est beaucoup plus en la faveur du joueur qu'en la faveur du collectionneur. Si tu veux juste jouer un deck, effectivement, tu as peut-être plutôt intérêt à acheter à l'unité, soit. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des collectionneurs. Moi, quand je dis que tu es collectionneur, je dis pas que tu dois jamais ouvrir de display. Parce qu'effectivement, les gens se payent aussi. Tu payes le prix du plaisir de l'ouverture. Mais le plaisir de l'ouverture, attention, c'est les mécanismes de ton cerveau qui aiment bien le gambling, faut le savoir, tu vois. Moi, j'essaye de me détacher du gambling. Du coup, le plaisir de l'ouverture, je le mets de côté. Mais si jamais tu veux quand même avoir ton expérience d'ouverture, tu pourrais n'ouvrir qu'une seule display, avoir ton plaisir d'ouverture, la découverte du set. Il y a des gens qui collectionnent aussi les master sets, qui font des full sets, et encore une fois, je ne mets pas tous les collectionneurs dans la même case. Tu peux avoir cette envie d'avoir plusieurs cartes, de rechercher plusieurs cartes dans un set, et donc du coup, tu peux être récompensé à ouvrir des displays parce que tu veux aussi collectionner les communes, et tu vas utiliser un grand nombre de cartes, certes, mais c'est pas le cas de tous les collectionneurs. Il y a une grande partie qui cherche juste les meilleurs et les plus rares, les cartes les meilleures et les plus rares. Et du coup, tu pourras être collectionneur et acheter une ou deux displays, donc de manière plus raisonnable pour avoir ton expérience d'ouverture, et ensuite aller acheter à l'unité les mangas, les chase cards, les cartes les plus rares. Et les joueurs, eux, qui à la base ouvrent 0 display, pourraient eux aussi ouvrir 1 à 2 displays pour avoir une grosse densité de cartes, prendre le risque, en tout cas avoir sa chance d'ouvrir une grosse carte et la revendre. Et dans ce cas-là, on se retrouverait dans un monde où le nombre de displays vendus est le même. C'est juste que c'est pas un collectionneur qui ouvre 4 displays et un joueur 0. C'est un collectionneur qui ouvre 2 displays
et un joueur qui en ouvre 2 aussi. Et le problème, c'est que là, actuellement, on n'est pas du tout dans ces ratios-là. C'est pas loin d'être intéressant d'ouvrir toujours une ou deux displays, en fait. Par contre, quand tu es collectionneur, ouvrir une ou deux displays, tu ne payes que pour l'expérience d'ouverture. Tu n'es jamais rentable si tu cherches les chase cards. Enfin, je veux dire, en tout cas, sur le nombre d'ouvertures que tu vas faire, c'est pas parce qu'une fois tu as droppé la manga, faut te rappeler toutes les fois où tu les as pas droppés. Est-ce que tu penses que les boosters collectors sont là pour ça, pour décorréler les produits à destination des joueurs des produits à destination des collectionneurs? Exactement, le collector booster vient essayer de proposer une alternative à cette situation-là. Le problème, c'est que ça marche pas très bien et que surtout, ça dévalue le produit principal, qui est le produit du jeu qui a du mal à se vendre tout court, parce qu'on sait que c'est plutôt les collectionneurs qui achètent justement que les joueurs. La dopamine que provoque l'ouverture est plus forte que le rationnel. Oui. Mais du coup, il faut le savoir. Je trouve que c'est important que tu fasses ça en connaissance de cause. Il y a plein de minots qui vont regarder des ouvertures sur Pokémon sur YouTube ou sur One Piece, qui ont 15-16 ans, qui veulent absolument, je sais pas, le dernier Pikachu de la dernière extension, et qui n'imaginent pas qu'ils peuvent juste acheter la carte, quoi. Genre, pour eux, c'est automatique qu'il faille ouvrir des boosters jusqu'à ouvrir le Pokémon, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils conscientisent le fait, ce qui est important dans la démarche, en tout cas ce qui leur fait plaisir, c'est la dopamine que provoque l'ouverture. Et dans ce cas-là, si tu es accro à la dopamine que provoque l'ouverture, bah tu as un problème de gambling, au même titre que certains ont un problème avec le casino. Sauf que tu peux te faire interdire de casino, parce qu'on a mis des restrictions liées à ça, parce qu'on sait que justement le cerveau humain est très faible par rapport à ça, mais tu peux pas te faire interdire d'acheter des boosters. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans le game TCG actuellement qui ont un problème d'ouverture de booster. Et c'est un peu ça ma take, c'est pour parler de ce sujet-là, quoi. Perso, la manga, je l'ai acheté, je sais pas combien d'euros j'aurais dépensé pour la manga Gear 2. Ah bah pour tomber dessus, tu aurais pu dépenser 1 million d'euros et pas tomber dessus, vu que c'est des cartes qui sont très très rares. Statistiquement, t'as aucune certitude d'ouvrir ta manga, même en ouvrant 10 000 boîtes. Hein. Bon, théoriquement, la manga, elle est censée tomber toutes les 40 ou 50 boîtes. Et tu peux être une anomalie statistique, acheter 200 boîtes et pas l'ouvrir. Donc, dans tous les cas, ça te revient beaucoup plus cher que l'acheter à l'unité, pour quasiment toutes les cartes. Quasiment toutes les cartes. Je pense que pour les collectionneurs, une display suffit pour allier plaisir de l'ouverture plus base de la collection. Ouais, moi après, encore une fois, je veux pas renier sur le plaisir que les gens ont à ouvrir des boosters, et c'est pas forcément toujours par problématique du gambling, génération de dopamine. Il y a aussi juste, encore une fois, le plaisir de découvrir un set. Mais je trouve que le plaisir de découvrir un set, il s'arrête à une ou deux displays. Dès que tu commences à passer dans 10, 15, 20 displays ou acheter des boosters un peu tout le temps, je pense que tu n'es plus dans le plaisir de la collection liée à l'ouverture d'une display, la découverte du set. Je pense que tu rentres dans le truc un peu irrationnel de l'attrait très puissant que le cerveau humain a pour le gambling. Et dans ce cas-là, tu devrais y faire un peu attention. Là où un joueur peut ouvrir 4 displays sans que ça me choque particulièrement s'il a envie de jouer 3-4 decks différents, quoi. Tu vois une carte à 500 balles, tu te dis non, jamais je dépenserai autant pour une carte. Et moi, j'entends plein de gens, même dans mes entourages sur Internet, dire mais moi, je mettrai jamais 500 balles dans une carte. Ouais, mais tu mets combien en ouverture de booster, quoi. Et par contre, lâcher 1000 balles pour une case, ça va. T'as moins l'impression de te faire avoir, c'est fou. Moi, c'est pas ma vision, et c'est pour ça que je voulais la partager, quoi. Je suis d'accord avec toi, l'ouverture, c'est du casino déguisé, surtout aujourd'hui avec le prix des cartes. Pas l'ouverture à proprement parler, l'ouverture en masse ou l'ouverture compulsive. Il faut bien mettre les adjectifs qui vont avec, parce que sinon, dans le TCG, on ouvre tous des cartes. Mais dès que ça commence à être massif, compulsif, et que tu t'interdis d'acheter une carte que tu veux spécifiquement l'ouvrir, là, tu peux rentrer dans un truc qui est plus lié justement au gambling, au ticket à gratter, et donc qui peut te coûter très très cher, voire te créer des addictions très dangereuses. Du coup, à titre perso, est-ce que tu ouvres souvent des boosters display que tu t'es toi-même procuré, pas de sponsor, cadeau de tes sponsors? Très rarement, j'ouvre des displays pour le jeu. Moi, si jamais je cherche des... Bah voilà, typiquement. Je collectionne Pokémon. J'ai ouvert une display Pokémon dans ma vie. Une. C'était une display Évolution Céleste qui m'avait été trouvée par mon associé Baptiste, à l'époque donc de B7, qui était un peu l'extension hyper recherchée à l'époque de Pokémon. Celle où on pouvait avoir le fameux Umbreon VMAX et Rayquaza VMAX. Il m'avait trouvé une display prix retail et on l'avait ouvert en live.
pardon, tous les deux sur ma chaîne Twitch, en mode content, on a une petite display EB7, allez, on ouvre ça. Je n'ai jamais ouvert de display Pokémon. Et pourtant, je collectionne du Pokémon. Genre, je regarde et j'ai du Pokémon ici, quoi. Parce que je sais très bien que si je veux ce Rayquaza V, ça va me coûter tellement plus cher d'essayer de l'ouvrir que de l'acheter à l'unité. Donc non, moi je suis plutôt raisonné là-dessus, quoi. Je suis pas gambler, en fait. J'essaye de me tenir le plus loin possible du gambling. Voilà, pour être plus clair. Donc tous les displays que j'ouvre, que ça soit par mes partenaires ou à titre personnel, c'est parce que je cherche des cartes pour jouer. Quand j'ouvre des displays One Piece, alors certes, je suis très content si j'ouvre la Leader Alt, la SP ou la manga, c'est un plus et je suis trop content de ça, évidemment, hein, j'ai encore ce plaisir-là, mais j'ouvre pour récupérer les cartes. Là, du OP17, si je peux ouvrir des displays, c'est parce que je veux jouer Xebec, parce que je veux récupérer le Shanks pour pouvoir monter Mihawk, parce que j'ai envie de tester peut-être le Elbaf et qu'il faut que je récupère le package Elbaf noir. Voilà, parce que j'ai une densité de cartes intéressantes à ouvrir. Donc est-ce que finalement ma take, elle est, pour des joueurs de TCG aguerris comme nous, elle est finalement un peu froide, mais est-ce que vous pensez qu'elle est si froide que ça dans le game de la collection au global? Pas tant, hein, je suis pas sûr. Hein. Ok, je pense qu'on a fait le tour. J'ai encore d'autres hot takes, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 2 heures qu'on débat de ces sujets-là. J'en ai encore d'autres sous le coude pour une prochaine émission. Donc je verrai un petit peu ce que ça donne sur Internet, sur YouTube, si jamais le format a plu, si vous, ça vous a plu en direct, en live, et si jamais vous avez des idées d'autres sujets à aborder, d'autres hot takes, eh bien n'hésitez pas à me les partager sur mes réseaux, notamment sur Instagram. Et puis si le retour YouTube est bon, ça intéresse des gens, et qu'il y a du débat, de l'échange dans les commentaires, bah j'en referai une d'ici quelques mois, je pense. Tout dépend du nombre de takes que les gens m'apportent. Merci à vous en tout cas d'avoir été là pour échanger et discuter avec moi. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.